Madame, Monsieur, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre magazine Le Débrief. La scène politique en Côte d'Ivoire reste fortement polarisée depuis la rupture de l'alliance RHDP-PDCI, mais aussi après la démission de Guillaume Soro de la présidence de l'Assemblée nationale. Et justement, l'Assemblée nationale, moteur de la mise en œuvre de la politique gouvernementale, connaît aussi des secousses. Quels pourraient être les leviers de succès du mandat du nouveau président de l'Assemblée nationale ou au contraire, quels pourraient être les freins à sa politique? Côte d'Ivoire, l'état des forces à l'Assemblée nationale. Nous en parlons aujourd'hui avec Félix Boni, journaliste, rédacteur en chef de l'Infodrome, et à nos côtés, Dr Géoffroy Julien Kwao, analyste politique, juriste. Messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, on le sait, depuis le 7 mars, la Côte d'Ivoire a un nouveau président de l'Assemblée nationale. L'élection de M. Amadou Soumarou a été boycottée par certains députés de l'opposition, mais certains partis de l'opposition ont pourtant présenté un candidat contre lui, le PDCI en l'occurrence. Comment vous expliquez ce jeu politique, Félix? C'est aussi simple que ça. L'Assemblée nationale aujourd'hui, c'est le reflet de la crise au sein du RHDP. Le PDCI qui aujourd'hui présente un candidat contre celui du RHDP, ça va de soi. Le PDCI est rentré dans l'opposition, ne fait plus partie du RHDP, est maintenant en concurrence rude avec le RHDP pour les élections présidentielles à venir, pour pouvoir d'abord contrôler le Parlement. Le PDCI a tenté le coup, ça n'a pas marché. Il fallait s'y attendre. C'est la continuité de la crise au sein de l'exécutif qui est également aussi manifeste au sein de l'hémicycle en Côte d'Ivoire. Et c'est vraiment dommage parce qu'on a parlé tantôt de levier de succès, mais je pense que en termes de levier de succès, il y en aura très peu par rapport aux freins qui pourraient éventuellement animer la vie au sein du Parlement ivoirien. Mais déjà, l'autre question qui revient, le PDCI qui dit ne pas participer, ne pas aller à ces élections parce que le mode d'élection a été biaisé, soi-disant, et qui présente un candidat. Est-ce que c'est pas contradictoire cette façon, cette démarche? C'est une démarche politique, c'est-à-dire que le PDCI conteste le mode de désignation des membres du bureau et du président de l'Assemblée nationale, mais ne veut pas pratiquer la politique de la chaise vide. Et donc, évidemment, ça peut paraître contradictoire, mais nous sommes dans un jeu politique. Je pense que, et je suis d'accord avec Félix, en ce sens que tout ce qui se passe aujourd'hui au sein de la chambre basse du Parlement ivoirien est la conséquence du changement de dynamique interne au niveau de la politique nationale. N'oubliez pas que il y a très peu de temps, nous avons un grand groupe parlementaire au sein du Parlement, c'est-à-dire de l'Assemblée nationale. C'était le RHDP. C'était le RHDP. Malheureusement, on a assisté à une dislocation de cette famille politique avec le départ d'abord des soroïstes et ensuite du PDCI RDA. Et toute cette division, n'est-ce pas, s'est déportée au niveau du Parlement. Alors au niveau du Parlement aussi, juste après l'élection du nouveau président, il y a quand même la formation du bureau qui a montré vraiment la crise profonde au niveau de l'Assemblée nationale. Le bureau de l'Assemblée nationale, il est finalement installé, mais dans quelles conditions? Mais dans des conditions très floues, dans des conditions qui sont telles que ça remet totalement en cause les textes même de l'Assemblée nationale qui, je me demande bien s'ils ont été appliqués ou n'ont pas été appliqués. Aujourd'hui, je cherche vraiment un juriste pour nous. Comme nous avons un juriste également sur le plateau, il va nous le dire tantôt. Mais sur un petit mot, question de configuration ou reflet de l'Assemblée nationale, je dis des forces politiques au sein de l'Assemblée nationale, les textes ont été interprétés diversement, chacun selon ce qui l'arrange. Et finalement, on a un bureau qui ne reflète finalement pas ce qu'on aurait voulu avoir à l'Assemblée nationale. La cohésion parlementaire qu'il devait avoir au sein de l'hémicycle, ce n'est pas ce qui est, puisque l'opposition aujourd'hui ne siège pas au sein de ce bureau. Ça veut dire qu'on a un bureau de l'Assemblée nationale qui se réunit et qui se retrouve avec vraiment toute une famille qui va dans un sens unique. Il n'y a pas de contradiction. L'opposition boycotte, mais l'opposition est quand même présente au sein de l'hémicycle. Il y a un problème. Et ça, ce n'est pas fait pour vraiment refléter une belle image de nos institutions,
Parce que l'Assemblée nationale, qui est le creuset du peuple de Côte d'Ivoire, s'il y a cette ambiance déjà pour former juste un petit bureau, allez-y savoir ce qui va se passer maintenant pour la suite des débats. Il est clair que l'Assemblée, c'est un lieu de débat. Mais je pense qu'il y a des débats qui ne devaient pas pouvoir se mener de cette façon-là. Si on doit débattre sur la vie de la nation, oui, c'est important. Mais si on doit débattre vraiment sur les petits textes pour former un petit bureau, ça veut dire que la crise est vraiment profonde en Côte d'Ivoire. Surtout que cette polémique a lieu entre deux ex-alliés qui viennent à peine de se séparer. Alors justement, parler d'interprétation de texte, les membres de l'opposition, je relis ce petit paragraphe-là, eux, ils s'appuient sur l'article 100 de la Constitution qui dit que l'opposition parlementaire dispose des droits lui garantissant une représentation adéquate et effective dans toutes les instances du Parlement. Dans cet article, nulle part il n'est fait mention de proportionnel. Aucune ligne ne le dit. Donc, c'est quoi exactement le problème ? Oui, vous avez cité là l'article 100 de la loi fondamentale ivoirienne, mais aussi il faut citer le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et là, il est disposé que le bureau doit être le reflet de la configuration politique de l'Assemblée nationale. Et quelle est la configuration politique actuelle de notre Assemblée nationale ? Nous avons 4 groupes parlementaires. Nous avons le groupe parlementaire RHDP avec 154 députés, donc près de 68% de l'hémicycle. Nous avons le groupe parlementaire PDCI avec 68 députés, 15 députés pour le groupe Rassemblement et une dizaine de députés pour le groupe parlementaire Vox Populi. Autrement dit, la majorité parlementaire, le RHDP, c'est globalement 60%, 60-61%, comme je le disais tout à l'heure, et puis 39% pour l'opposition. Et donc, en principe, si on veut avoir une interprétation simple des tests, je pense que la répartition devrait se faire au prorata, n'est-ce pas, des forces en présence. Des forces en présence. Malheureusement, les divisions politiques sont profondes et n'oublions pas que celui qui contrôlera le Parlement sera en pole position pour 2020. Autrement dit, toute cette bataille, c'est pour, n'est-ce pas, dans la perspective de l'élection présidentielle de 2020. Justement, en perspective de 2020, quand on choisit ou bien quand on présente vraiment un fidèle du président Ouattara à la tête de l'Assemblée nationale, en l'occurrence Amadou Soumaoro, est-ce que ce n'est pas une manière pour le pouvoir en place de dire c'est terminé la récréation, les petits compromis politiques, là on va directement à 2020, il nous faut quelqu'un qui va faciliter vraiment les décisions qu'on va prendre, on ne veut plus d'obstacles jusqu'à 2020. Est-ce que ce n'est pas un peu dans cette optique ? Mais quand vous suivez la dynamique du pouvoir actuel, c'est depuis plus d'1 an, ils sont déjà dans la dynamique de 2020 et toutes les décisions se prennent dans la dynamique de 2020. Et ça ne a surpris personne que Guillaume Soro saute de ce fauteuil de président de l'Assemblée nationale et qu'on retrouve Amadou Soumaoro, l'ex-secrétaire général par intérim du RDR, du parti du président Ouattara. Et ce RDR se constitue aujourd'hui l'ossature principale de ce qu'on appelle le RHDP, le Parti unifié au pouvoir. Donc le Parti unifié au pouvoir aujourd'hui est dans la dynamique de 2020 et avec les hommes sûrs avec lesquels ce parti est certain de pouvoir éventuellement remporter les élections. Vous convenez avec moi que ce débat de celui qui n'est pas avec nous libère le tabouret veut dire qu'il faut mettre les hommes qu'il faut là où il faut pour pouvoir avoir les moyens pour faire les élections de 2020. C'est ça qui a déteint sur la formation du bureau de l'Assemblée nationale. Un vice-président de l'Assemblée nationale n'a pas le même traitement qu'un simple député. Donc le RHDP veut également aussi avoir le plus grand nombre de vice-présidents qui leur donnent la possibilité d'avoir une marge de manœuvre financière pour préparer 2020. Le PDC veut également avoir la même manne financière, veut pouvoir positionner des gens en termes de vice-présidents, de questeurs, de secrétaires généraux, à faire des hommes de pouvoir, mais également des hommes qui sont financièrement préparés pour aider 2020. C'est dans le
les uns mis dans les autres qu'on se retrouve dans cette crise qui malheureusement est une crise fratricide. Puis c'est une crise qui oppose deux frères hier. Pour l'instant, c'est deux forces qui sont en train de se neutraliser, mais qui oublient qu'à côté, il y a aussi une autre force qu'ils ont abandonnée à côté, qui dort. C'est-à-dire l'ex-pouvoir qui est également dans l'opposition, qui les regarde se neutraliser. 2020, il ne faudrait pas qu'ils soient surpris en pensant que ça se joue entre PDCI et RHDP. N'oublions pas le FPI, parce que depuis ces 8 dernières années, toutes les consultations électorales nous ont donné des taux de participation d'un certain niveau, alors que le FPI et ses partisans ont lancé des appels au boycott. Est-ce le FPI qui a réussi à dissuader des Ivoiriens de voter? Qu'en sera-t-il si demain le FPI appelait maintenant à allons voter? Il faut tenir compte de toutes ces forces. Donc je pense que... Moi, j'aimerais revenir sur quelque chose, au-delà même de cet aspect élection 2020 dont on parle tout à l'heure. Mais il y a le gouvernement qui se dit, j'ai été mis en place, j'ai été voté, j'ai été élu par les populations pour mettre un programme de gouvernement en place. Et il se trouve que peut-être l'opposition peut me mettre des freins quelque part. Donc, je veux que les institutions aillent dans le sens de la volonté du gouvernement. Donc, il y a des lois qui doivent être mises, qui doivent être votées, qui ne vont pas forcément dans le sens de 2020, mais dans le sens d'un bien-être des populations. Et l'État veut que cela soit appliqué concrètement, intégralement. C'est aussi dans ce volet de développement, ce n'est pas forcément un but électif. Le Parlement a deux missions. La première mission, c'est le vote des lois, mais le Parlement aussi a cette mission de contrôle de l'action du gouvernement. Si le Parlement devait devenir une caisse de résonance du gouvernement, ce n'est plus un Parlement. Je pense qu'il ne faudrait pas que les choses aillent dans ce sens. Il faut que le Parlement reste le Parlement et que l'exécutif reste l'exécutif, de sorte qu'on ait une bonne gouvernance. Sinon, si les deux devraient être des vases communicants, tels que, en tout cas, j'ai l'impression qu'on veut que ce soit, je crois que c'est dangereux pour le peuple. Je pense que Félix a fait une très bonne analyse. L'enjeu de cette bataille au sein de la chambre basse du Parlement ivoirien est un enjeu financier. Parce qu'au niveau politique et juridique, cette bataille est totalement inutile. Puisque, comme je le disais tout à l'heure, au regard de la configuration des forces politiques en présence, le RHDP a une majorité totalement écrasante, absolue. Sur les 250 sièges, 55 sièges, il contrôle 154. Donc, que ce soit dans le cadre du vote d'une loi ordinaire ou d'une loi organique, où on demande une majorité qualifiée, n'est-ce pas, le RHDP a toutes ces majorités-là, qu'elles soient qualifiées ou relatives ou absolues. Donc, il n'y a pas de matière ici à faire quoi que ce soit. Je pense que la bataille est purement financière, avoir assez d'argent pour aller en campagne. Sinon, je ne vois pas comment l'Assemblée nationale, dans sa configuration actuelle, les opposants, pour être bien précis, pourraient s'opposer juridiquement et politiquement à l'adoption d'une loi, d'un projet de loi, c'est-à-dire venant de la part de l'exécutif. Donc on peut dire que le nouveau président Amadou Soumaoro a les coups des franches pour mener à bien sa politique. Évidemment, le président Amadou Soumaoro a quasiment toutes les coups des franches. Seulement au niveau des lois organiques, je crois qu'il faut au moins 2/3 des voix du Parlement. Et c'est là que le PDCI joue un peu son jeu. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles, il faut le dire clairement, Guillaume Soro s'adosse beaucoup à Rikonan Bédié. Parce que pour avoir réuni les 2/3, on se retrouve autour de un peu plus de 170 députés. Du coup, il va falloir serrer les coudes pour avoir une dizaine de députés pour compléter les 154 députés. Et c'est ça qui fait que Amadou Soumaoro est un peu coincé. Au-delà de ça, toutes les lois ordinaires peuvent passer comme lettre à la poste à l'Assemblée nationale. Les 154 députés sont clairs. Ils sont même prêts à voter les lois à main levée. D'ailleurs, jusque-là, on n'a pas encore fait de loi votée véritablement à bulletin secret, puisque c'est toujours à bulletin, pas à bulletin unique. Donc, du coup, ça permet déjà à celui qui va voter de ressortir l'autre bulletin pour montrer que j'ai voté effectivement pour mon parti. Du coup, jusque-là, l'Assemblée nationale ne joue vraiment pas véritablement le jeu d'un Parlement, j'allais dire, qui contrôle véritablement l'action gouvernementale, mais c'est plutôt un Parlement qui complète l'action gouvernementale. Et là, je pose toujours la question, la problématique, tant qu'on aura un Parlement qui est un peu une sorte de caisse de résonance des pouvoirs exécutifs qui se succèdent en Côte d'Ivoire, je ne pense pas que ce soit fait pour vraiment arranger le peuple comme il se doit.
Non, mais quand même, nous voyons quand même l'Assemblée nationale, lorsque les débats, les projets sont soumis, on voit quand même qu'il y a toute cette divergence, c'est un creuset quand même de débats avant de faire ressortir, même si on a l'impression d'avoir certaines tendances, il y a le jeu démocratique quand même qui se passe. Permettez, docteur, avant de compléter, que j'ajoute que ce jeu, je ne ferai pas injure à nos députés, mais ce jeu n'a jamais été un jeu sincère, parce que j'ai l'impression que la corruption est également rentrée aussi par les fenêtres de l'Assemblée nationale, pour ne pas dire par les portes. Au point où les députés font semblant parfois de s'opposer, de donner des positions divergentes, et on finit par retrouver un texte où toutes ces positions divergentes n'ont rien apporté en termes d'enrichissement de ces textes. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les députés essaient de durcir un peu le temps pour attendre qu'on glisse quelques enveloppes dans des casiers de députés pour pouvoir dire qu'on s'est opposé, mais au fond, toutes les lois sont passées véritablement comme elles ont été conçues en projet depuis le gouvernement pour être soumises à l'Assemblée nationale. C'est un jeu, une duplicité que les députés font jusque-là. Parce que de plus en plus, j'ai l'impression que nos députés sont beaucoup accros à l'argent. On insulte chaque fois le policier. Ça, c'est une supposition. Jusque-là, on n'a pas encore de preuves. J'ai bien dit, on n'a pas encore de preuves dans ce sens-là. Donc, on garde toujours la crédibilité de l'Assemblée parce qu'on n'a pas ces preuves-là. Il faut dire aussi que peut-être les textes sont bien conçus. Vous vouliez ajouter quelque chose tout à l'heure par rapport à ça? Je voulais dire qu'en fait, aussi, il ne faut pas aussi surestimer l'Assemblée nationale dans le cadre du régime politique qui est le nôtre. Nous sommes dans un régime présidentiel où on assiste à une prépondérance, n'est-ce pas, de l'exécutif, précisément du président de la République sur les autres institutions. Le président de la République a d'autres instruments juridiques et politiques pour contourner même la décision de l'Assemblée nationale. Seulement, il faudrait que les députés jouent leur rôle, mais comment? Dans un système où l'exécutif n'est pas responsable devant le Parlement. Même si les députés jouaient leur rôle, contrôlaient réellement l'action gouvernementale. L'action gouvernementale, le contrôle de l'action gouvernementale se fait comment? Mais par les enquêtes parlementaires et par les interrogations des membres du gouvernement. On les invite, on les écoute, on les interroge pour dire, bon, voilà, sur une telle question, éclairez-nous. Ou bien des enquêtes parlementaires sur l'action gouvernementale. Mais tout ça aboutit à quoi? Lorsque le Premier ministre vient devant le Parlement et qu'il finit de faire sa communication, lorsqu'un ministre vient et qu'il finit de faire sa communication, même si les députés ne sont pas d'accord, ils n'ont pas de pouvoir politique pour remettre en cause l'action gouvernementale. Donc tout ça montre qu'il y a des faiblesses même au niveau structurel dans le cadre du régime présidentiel qui est le nôtre. Quelques faiblesses, mais aussi l'opposition. Quand ces projets de loi ou ces lois sont présentés devant le Parlement, quand même les députés ont quand même force pour proposer des textes contradictoires ou proposer des contre-arguments. Mais que vaut des contre-arguments devant une majorité parlementaire écrasante? Vous avez beau proposer des idées aussi belles qu'elles soient, si vous êtes minoritaire, vos idées peuvent ne pas forcément passer. Et ça, je suis sûr qu'il y en a des députés qui sont à l'Assemblée nationale qui en souffrent au quotidien. Pour nous, journalistes qui avons l'habitude de suivre les débats à l'Assemblée nationale, on se rend bien compte qu'effectivement, il y a des contradictions, mais au fond, ça ne change pas grand-chose au fond des textes. On a vu plein de textes qui ont été votés qui finalement... Vous avez parlé tantôt d'enquête parlementaire. Dites-moi, depuis quand remonte la dernière enquête parlementaire en Côte d'Ivoire? Pourtant, il y a bien... ça fait partie des prérogatives de l'Assemblée nationale. Quand on dit Béoumi brûle et qu'il y a deux communautés qui sont en train de s'affronter à Béoumi et que c'est en train d'amplifier l'actualité en Côte d'Ivoire, je pense que les députés devaient avoir cette prérogative de désigner des députés pour aller investiguer sur la question des affrontements intercommunautaires, les questions de foncier, les questions de l'orpaillage clandestin qui font aujourd'hui l'actualité. Que font nos députés? Mais également aussi, depuis quand est-ce qu'on a eu un invité de l'exécutif à l'Assemblée nationale pour venir expliquer une situation claire, si ce n'est pour venir soutenir, défendre un projet de loi? Vous voyez, il y a tout un ensemble d'éléments qui parfois donnent l'impression que le Parlement ne joue véritablement pas son rôle de Parlement. On a été habitué à un moment donné, sous un autre régime, à des débats en direct qui permettaient aux populations de voir qui de leurs députés est véritablement un bon député, parce que là, c'est en direct de la télévision, on peut suivre pour savoir que, mais nous, notre député, il est toujours mieux, il ne dit rien, on le vote pour rien. Mais finalement, depuis un moment, on ne suit plus tous ces éléments. Moi, je rêve de voir toujours ces éléments. Pourquoi on voit un Parlement vraiment dynamique
qui peut être peut-être une caisse de résonance. Mais je souhaite que le Parlement soit plutôt la caisse de résonance du peuple. Oui, mais je voulais aller un peu dans la dynamique de votre question, parce que vous avez parlé de l'initiative de la loi. C'est-à-dire que, certes, le président de la République a l'initiative, mais l'initiative aussi appartient aux députés qui peuvent faire des propositions de loi. Le problème, c'est qu'en Côte d'Ivoire, les députés ne font pas de propositions de loi. Sinon, rarement. Vous comprenez? Donc, c'est cette paresse parlementaire qui n'est pas du tout intéressante. Parce que même les opposants, c'est-à-dire les députés de l'opposition, ils peuvent faire des propositions de loi sur les thématiques sociales, politiques, économiques soulevées tout à l'heure par Félix. Mais pourquoi ils ne le font pas? Et ils n'ont pas toujours le bon réflexe. Parce que le député a une autre fonction. Il est le représentant de la nation. Il parle au nom de la nation. Donc, si par exemple l'actualité à Beoumi, par exemple, il devait avoir le réflexe d'aller écouter les populations et puis informer, n'est-ce pas, la nation sur cette question. Et donc, il faut aussi voir un peu tout ceci. Nous sommes habitués à considérer les postes politiques comme des postes de promotion sociale et non des postes qui permettent à son titulaire de se mettre au service de l'État en prenant dans l'espèce des députés des lois allant dans le sens d'une dynamique de développement politique, économique et social. Et c'est peut-être cette nouvelle impulsion que le nouveau président de l'Assemblée aussi veut donner à cette nouvelle Assemblée. Mais rapidement, nous tirons vers la fin de cette première partie. Amadou Soumaoro, est-ce qu'il arrivera à effacer en griffe facilement l'empreinte Soro Guillaume? Très rapidement. Je pense que ce ne serait pas facile, puisque Amadou Soumaoro n'aura que 17 mois. Soro Guillaume aura régné quand même pendant plus de 6 ans à l'Assemblée nationale. Ce serait difficile d'effacer l'empreinte Soro Guillaume parce que Soro Guillaume a eu une autre façon de gérer l'Assemblée nationale. Il a mis l'accent sur ce qu'on appelait la diplomatie parlementaire, qui lui a quand même très bien réussi. À un moment donné, on a vu combien de personnalités, de présidents de l'Assemblée nationale dans le monde qui ont défilé à Abidjan. Et puis, au fond, il n'est pas question d'effacer les traces de qui que ce soit. Il est question de donner aussi, marquer aussi son empreinte. Le Parlement, l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, en faisant voter des lois vraiment qui aillent dans le sens du développement, du bien-être des populations. Mais si Soro Guillaume a fait des choses qui sont bien, je pense qu'il appartient à Amadou Soumaoro de continuer ce qu'il a fait qui n'est pas bien. Mais s'il y a des choses également qu'il peut apporter de mieux, qu'il apporte ce qu'il a apporté. Mais il ne doit pas surtout chercher à savoir si j'efface les traces de Guillaume ou je mets mes empreintes par rapport à celui de Guillaume. Il ne doit pas faire un travail comparatif. Il faut qu'il travaille à marquer son empreinte en faisant en sorte que son travail soit apprécié par tout le monde. Justement. Et vous, votre avis sur ce point? Moi, je pense que M. Amadou Soumaoro a une forte personnalité. C'est un cadre important du RHDP. Il va travailler dans ce sens-là. C'est un homme politique. Il va donner vraiment un caractère politique à son mandat. Et comme l'a dit Félix, l'objectif, c'est 2020. Comment, n'est-ce pas, amener les députés, l'Assemblée nationale à soutenir l'action du RHDP dans la perspective d'une victoire en 2020. Dans la perspective d'une victoire, mais une victoire pour tout le peuple ivoirien. Vous le comprenez, c'est ici que nous allons mettre un terme pour cette première partie. Mais retenons que le président Amadou Soumaoro a en griffe les coups des franges pour mener à bien sa politique en tant que nouveau président de l'Assemblée nationale. Un homme de mission, un homme de conviction, un homme de qualité pour une Assemblée que les Ivoiriens espèrent vraiment à l'image de leurs espoirs et de leurs espérances. On se retrouve tout à l'heure pour parler de la suite de l'élection à la présidence de l'Assemblée parlementaire francophone. Merci de nous retrouver pour cette seconde partie de notre débrief. Nous allons parler à présent de l'Assemblée parlementaire francophone. Amadou Soumaoro, Guillaume Soro, idéologiquement, ce n'est pas le grand amour en ces deux hommes politiques. Aujourd'hui, Amadou Soumaoro est le président de l'Assemblée nationale et à ce titre, il a tout le soutien du pouvoir en place et la Côte d'Ivoire est proposée à la présidence de l'Assemblée parlementaire francophone. Guillaume Soro avait exprimé sa volonté de briguer ce poste quand il était encore président de l'Assemblée nationale et il maintient son ambition. Amadou Soumaoro, dès sa prise de fonction, a affiché sa pleine ambition de briguer aussi ce poste au nom de la Côte d'Ivoire et de l'institution qu'il représente
désormais. Un duel s'annonce donc au sommet de l'Assemblée parlementaire francophone et on en parle dans cette deuxième partie, toujours avec Félix Boni, journaliste, rédacteur en chef de l'Infodrome, et à nos côtés, Géoffroy Julien Kouao, juriste, analyste politique. Messieurs, l'Assemblée parlementaire francophone, qu'est-ce que c'est exactement? L'Assemblée parlementaire francophone, comme le dit son nom, c'est le creuset de tous les parlements du monde, de tous les pays du monde qui parlent, qui ont le français comme langue commune. Et donc, ça devrait être une force, j'allais dire, politique pour pouvoir fédérer une sorte d'énergie de tous ces parlementaires francophones, de sorte qu'ils puissent former un grand groupe dans le monde des différents parlements. Et je crois que l'APF, jusque-là, n'a pas véritablement dominé, a mené des actions vraiment prédominantes. On n'a vraiment pas senti cet instrument, le poids de cet instrument, l'intérêt de cet instrument dans nos différents pays. N'empêche que le fait de l'avoir déjà constitué, c'est déjà une bonne chose. Je pense que ceux qui vont diriger peut-être dans les années prochaines à venir, pourront lui donner encore un poids, un peu comme la francophonie, qui ne serait-ce qu'au niveau sportif, quand même, donne quand même de la joie, donne quand même une sorte de... fédère un peu quelques énergies. Mais là, Pierre, pour l'instant, on ne la sent pas. Vous n'en sentez pas, vous partagez ce même point de vue? Oui, mais c'est dû au fait que l'Assemblée parlementaire francophone est un organe de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. C'est un organe consultatif, donc agit dans le cadre de l'Organisation internationale de la francophonie. Et comme il a dit, c'est un regroupement de tous les parlements des pays membres de l'espace francophone. Évidemment, c'est un instrument politique au sein de la grande famille de la francophonie. Et évidemment, en tant qu'instrument politique, être à la tête de cet instrument peut donner une statue internationale à tout homme politique qui, évidemment, a des ambitions au double plan national et international. Alors, un statut vraiment stratégique, mais comment est-ce que ça se passe exactement, la désignation du président de l'Assemblée parlementaire francophone? La désignation du président de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée parlementaire francophone répond aux mêmes critères que la désignation d'un président de l'Assemblée nationale dans nos différents pays. C'est-à-dire que ce sont les pairs qui élisent leur président. Et à la matière, je crois que la coutume a voulu que chaque fois qu'un président sort, il y a un premier vice-président qui est dans l'ombre, qui remonte chaque fois. Ça est la coutume. Mais ce n'est pas la règle. La règle, c'est qu'on élit un président qui est élu par ses pairs des différents parlements de l'espace francophone. Et là, justement, on sait que jusqu'à présent, c'est Soro Guillaume qui était le premier vice-président de cette assemblée parlementaire. Et aujourd'hui, Soro Guillaume n'étant plus président de l'Assemblée nationale ivoirienne, étant donné que Soro Guillaume n'est pas forcément en bonne relation avec le pouvoir en place, donc il n'a pas forcément le soutien de l'État ivoirien dans cette bataille. Comment est-ce que vous appréciez ou vous voyez ce duel entre le nouveau président de l'Assemblée nationale ivoirienne, qui a plus d'un titre, revendique aussi ce poste, et Soro Guillaume qui a démissionné et qui veut forcément ce poste? Oui, d'abord, ce sont nos batailles domestiques qui se transportent au niveau international. Pour revenir à votre question, les tests, n'est-ce pas, le statut de l'Assemblée parlementaire francophone n'est pas assez clair quant à la désignation, au mode de désignation du président de cette Assemblée. On ne dit pas si c'est le président de l'Assemblée nationale d'un pays membre qui peut être candidat ou c'est un simple député qui peut être candidat. M. Soro Guillaume était le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et vice-président de l'APF. Le problème, c'est qu'au niveau national, il y a une nouvelle dynamique politique. M. Soro n'est plus le président de l'Assemblée nationale. Et il y a un nouveau président qui est M. Amadou Soumaoro, qui détient la majorité parlementaire.
Par ailleurs, l'APF est organe consultatif de l'Organisation internationale de la francophonie, qui est une, n'est-ce pas, association d'États, c'est-à-dire une organisation internationale. Subséquemment, seuls les États sont présents à cette instance-là. Autrement dit, les personnalités ne sont pas là-bas intitulées personnelles en leur propre nom, mais au nom des États. Dans le cas de figure par moi défini, je pense que le candidat idéal pour briguer le poste de président de l'APF au nom de la Côte d'Ivoire, c'est évidemment le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Mais justement, sur ce point, j'aimerais, excusez-moi de vous couper la parole. On a vu quand même, toujours dans cette même assemblée parlementaire, il y a l'ancien président Soro Guillaume qui a même produit un courrier de protestation en griffe au niveau de l'assemblée parlementaire pour dénoncer certaines choses. Il a mis quelque part qu'il ne faut pas forcément être le président de l'Assemblée nationale de son pays pour être candidat, pour être promu en griffe désigné président de l'Assemblée parlementaire francophone. Et en plus, une deuxième chose qui vient, c'est que quand ils ont été installés, ils sont installés pour un mandat. La délégation ivoirienne est installée pour un mandat. Donc on ne peut pas venir mettre un terme à leur mandat en cours d'activité comme ça, puisque ça courait jusqu'en juillet 2019 justement, mettre un terme à leur mandat et proposer quelqu'un d'autre au nom de la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est justifié cette décision? Ça fait deux questions en une, mais je dirais que sur la question de la fin du mandat, c'est-à-dire là, je pense qu'il ne devait pas se poser de problème. Monsieur Guillaume Soro a émis 3 protestations et je trouve que sur cette question, logiquement, il ne devait pas se poser de problème. Par contre, en ce qui concerne la candidature à la tête de l'Assemblée parlementaire francophone, je soutiens la position de Dr Kouao. Pourquoi? Parce que parallélisme de forme. Si M. Guillaume Soro est candidat, élu président de l'Assemblée parlementaire francophone, et qu'il revient par rapport aux sessions, il reste toujours député à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Voyez quelle posture Guillaume Soro aura au sein de l'Assemblée nationale ivoirienne. C'est le président de l'Assemblée parlementaire francophone qui vient siéger en dessous du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire quand il arrive là, il a un nouveau président, ou c'est le simple député qui est là et qui, par moment, deviendra le président de l'Assemblée parlementaire francophone, donc qui devient plus ou moins le président du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Parallélisme de forme, il y a un peu de désordre. Je pense que, comme Dr Kouao l'a dit, l'APF, c'est une structure des États, et donc, jusque-là, je crois que ce sont les présidents de l'Assemblée nationale qui ont dirigé cette structure, et la posture d'État que Guillaume Soro avait en tant que président de l'Assemblée nationale, il a perdu aujourd'hui. Il est simple député de faire que c'est du goût, même s'il reste vice-président du mandat en finition. Je crois que quelque part, ce sont des problèmes pour lesquels on devait taire un peu les égos et juste faire gagner la Côte d'Ivoire. Faire gagner la Côte d'Ivoire, c'est quoi? Faire bloc pour que celui qui peut être le candidat légitime et légal reconnu par rapport à la coutume, par rapport à la posture qu'il doit adopter, puisse passer et qu'on puisse taire quand même les égos. On ne peut pas forcément devenir président de la République de Côte d'Ivoire parce qu'on est président de l'APF. Pour devenir président de la République de Côte d'Ivoire, il faut proposer au peuple ivoirien ce qu'on a dans le ventre, ce qu'on a dans la tête, ce qu'on veut réaliser pour le peuple de Côte d'Ivoire. Je pense que ce poste ne devait pas poser un problème. Mais dans tous les cas de figure, on est en politique et chacun communique à sa manière. Tout participe de la communication politique. Donc je comprends aussi le combat de Guillaume Soro. Et justement, on a lu quelque part dans la presse ce matin, toujours à ce sujet, on a vu ceux qui s'étonnaient de voir Guillaume Soro tarder à démissionner de la présidence de l'Assemblée nationale ivoirienne. C'était stratégiquement aussi dans ce but-là, le temps de faire durer son mandat jusqu'à arriver à ces élections, prendre la présidence de l'Assemblée parlementaire et puis après démissionner. Est-ce que vous trouviez cette stratégie, cette vision justifiée politiquement? Vous savez, en politique, tout est possible. M. Soro Guillaume a affiché clairement ses ambitions présidentielles pour 2020. Et évidemment, il a besoin, n'est-ce pas, d'une stature internationale pour tisser sa toile, n'est-ce pas, auprès des États voisins et lointains. Parce que pour accéder au fauteuil présidentiel, il y a certes une dynamique interne, mais il faut aussi compter avec la dynamique internationale. Mais je pense que, comme on l'a dit tout à l'heure,
il sera difficile pour lui d'accéder à cette fonction parce qu'il est fragilisé au niveau local. Et je pense que ce ne sont pas tous les combats qu'on mène en politique. Je pense que M. Soro, j'étais à sa place, j'étais un de ses conseillers, je lui dirais simplement de se concentrer sur son combat à l'interne et de rester dans la dynamique qui est la sienne actuellement, c'est-à-dire aller au contact des populations. Dans tous les cas de figure, tout ceci montre à l'international une mauvaise image de la Côte d'Ivoire. Ça montre que la Côte d'Ivoire est un État divisé politiquement et que le consensus national est impossible. Donc, je pense que les hommes politiques doivent dépasser leurs égos et agir en hommes d'État pour savoir que tous les combats politiques ne sont pas des combats à mener. Tous les combats politiques ne sont pas des combats à mener. Dans le cas où M. Amadou Soumaoro était élu dans ce contexte un peu tendu encore une fois de plus, comment cela pourrait être apprécié même de l'intérieur? Est-ce qu'on ne sentirait pas encore des fissures, des crises au niveau de l'Assemblée parlementaire même francophone? Je pense qu'à l'allure où on est parti, c'est peut-être M. Amadou Soumaoro et Guillaume Soro qui feront perdre peut-être le fauteuil à la Côte d'Ivoire, qui est quand même bien positionné pour pouvoir diriger cette assemblée. Les élections auront lieu certainement chez nous ici en Côte d'Ivoire. Quand on perd ce fauteuil chez nous ici, ce serait encore une mauvaise image qu'on nous reflètera de notre pays. Mais s'il venait à être élu dans ce contexte également aussi, voyez un peu déjà comment cela va se présenter. On aura présenté quelqu'un qui aura été élu, qui est combattu chez lui-même par ses propres frères. Ça ne fait toujours pas beau en termes d'image pour la Côte d'Ivoire. Je pense que ce qu'on doit demander à nos acteurs politiques, c'est de penser de moins en moins à leur propre personne, en pensant de plus en plus à la Côte d'Ivoire, à notre pays, à l'image, à ce qu'on peut laisser, à ce qu'eux, ils peuvent laisser à la postérité, parce que quelque part, la plupart de nos acteurs politiques ont un certain âge, même si Guillaume est encore plus jeune, il a encore beaucoup à faire aussi, lui aussi. Il doit se dire, j'ai encore du chemin à faire. Dans tous les cas, ces années, ils passent. Je ne dois pas forcément courir trop vite pour pouvoir tout leur arracher maintenant. Il y a encore du temps, j'ai encore beaucoup à faire. Les aînés aussi qui sachent qu'en posant des actes, il faut qu'on pose des actes en pensant aux plus jeunes, en disant il faut qu'on laisse une belle Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire qui a une belle image, une Côte d'Ivoire qui reflète un certain dynamisme pour la postérité. Si on pense ainsi au pays et non à soi, je pense que tout ira pour le mieux. Et j'espère que c'est ce qui va se passer dans les jours à venir pour l'APF. Et vous venez de dire quelque chose tout à l'heure qui m'interpelle un peu. S'il n'y a pas de consensus ou il n'y a pas de solution entre les deux candidats, est-ce qu'il est possible que l'Assemblée parlementaire décide de surseoir à cette décision et de proposer la présidence à quelqu'un d'autre ou de faire un nouveau mode opératoire pour désigner le président? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça a été déjà fait? Non, je ne le pense pas, puisque en fait, au niveau des organisations internationales, les candidatures, c'est au niveau des États, et comme je l'ai dit, les confrontations se font entre les États. Vous voyez, par exemple, le candidat de la Côte d'Ivoire devrait, par exemple, affronter celui du Burkina, du Sénégal ou de la France. Oui. Mais le problème ici, c'est que ce sont deux Ivoiriens, deux candidats qui, à l'international, sont en train de s'affronter. Et ça ne présente pas bien. Et si la Côte d'Ivoire, par extraordinaire, venait à perdre ce poste, ça montrerait un visage hideux de la scène politique et de la classe politique ivoirienne. Mais dans tous les cas de figure, je pense que l'Organisation internationale de la francophonie est une organisation extrêmement sérieuse, et donc ces organes le sont également. Ils vont trouver les moyens diplomatiques, n'est-ce pas, préventifs avant le sommet d'Abidjan. Je pense qu'ils vont trouver un cadre pour amener les uns et les autres à la raison, pour que la Côte d'Ivoire sorte vainqueur de cette situation. Et justement, quand on regarde un peu l'actualité politique, on voit que le président Amadou Soumaoro est déjà en tournée. Il a fait le Burkina où il a affiché son ambition, il a eu des soutiens. Récemment, il était au Sénégal, à Dakar, où avec le Parlement sénégalais, ils ont formé ce qu'ils appellent le groupe d'amitié parlementaire pour parler d'une même voix lors de ces rendez-vous internationaux. Est-ce que vous pensez que déjà la Côte d'Ivoire
Et aussi, on a vu quand même sur le site le communiqué de l'Assemblée parlementaire francophone qui a donné la nouvelle liste de la délégation ivoirienne où ne figure plus Guillaume Soro, mais le président Amadou Soumaoro. Est-ce que déjà, on peut dire que les dés sont jetés? Justement, c'est ce que j'allais dire. Il y a une reconnaissance tacite déjà de M. Amadou Soumaoro. Et pour revenir encore sur ce qu'on vient de dire tantôt, ce sont les États. On a vu comment chaque fois au niveau de ces structures internationales, comment chaque État envoie parfois des émissaires auprès des autres États pour dire voici mon candidat, il faut le soutenir. Est-ce que Guillaume Soro, qui n'est plus un homme d'État, est-ce qu'il peut envoyer des émissaires auprès de différents États? Est-ce que ces émissaires vont être reçus pour dire que voici notre candidat, il faut le soutenir? Or, c'est ce que la Côte d'Ivoire va faire. Le gouvernement ivoirien, pour ne pas dire l'exécutif ivoirien, est en droit d'envoyer des émissaires auprès de tous les États, des autres États, pour dire voici notre candidat, il faut le soutenir. Et déjà, avec la reconnaissance tacite que les amis de Guillaume Soro à l'APF, ceux dont il devait être, le chef actuellement, le fait de reconnaître Amadou Soumaoro veut dire que quelque part, vers la fin, ce débat-là ne va pas se mener. Ils vont finalement reconnaître Amadou Soumaoro comme le candidat de la Côte d'Ivoire et trouver les mécanismes nécessaires, peut-être diplomatiques ou je ne sais pas comment, pour dire à Guillaume Soro, pardonnez, monsieur, il faut laisser la place à l'autre pour qu'il puisse représenter la Côte d'Ivoire et être le président de la structure. Dans le cas contraire, si on devait se neutraliser, ne soyons pas surpris que quelqu'un sorte dans notre entourage, en tout cas dans la sous-région, pour prendre la tête de l'Assemblée. Et c'est nous qui aurons nos yeux pour pleurer. Vous partagez ce point de vue? Oui, évidemment, évidemment. C'est encore là une bataille qui me paraît totalement inutile. Il faudrait que nous apprenions à agir en homme d'État, c'est-à-dire dépasser nos intérêts personnels. Certes, M. Soro est aujourd'hui un simple député, M. Amadou Soumaoro est le président de l'Assemblée nationale, donc il représente l'institution. Et comme il a dit dans le cadre diplomatique, ce sont les États qui envoient des émissaires. Vous voyez? Mais aussi, pour l'intérêt national, M. Amadou Soumaoro peut aussi, n'est-ce pas, demander une rencontre avec M. Soro et voir peut-être que M. Soro a déjà abattu un travail assez formidable en tant que vice-président qui lui permettrait pour une fois, et ce sera le début peut-être d'une coutume, de briguer cette fonction. Oui, comme je le disais tout à l'heure, c'est aux États, mais les États peuvent décider, n'est-ce pas, de dire, bon, écoutez, d'habitude, d'ordinaire, c'est le président qui occupe, il y a donc une coutume, mais nous mettons fin à cette coutume, nous prenons un de nos députés qui n'est pas président de la... Mais tout ça ne peut se faire que dans le cadre d'une atmosphère politique paisible, apaisée, où chacun a de la considération pour l'autre. Mais à l'heure actuelle, vu le déroulement des choses, je reste sceptique. Alors, à l'heure actuelle, l'Assemblée parlementaire francophone, quel impact stratégique pour la Côte d'Ivoire? Quel impact stratégique pour la Côte d'Ivoire? Si on devait demander un impact aujourd'hui, je dirais que l'APF aujourd'hui est en train d'être un autre objet de crise encore en Côte d'Ivoire, en train de crisper encore les attentions dans les semaines à venir, c'est ce qui va se passer. Tant qu'on continuera dans cette guerre Soumaoro-Soro, je crois que ce ne sont pas des choses qui sont faites pour vraiment refléter une bonne image pour la Côte d'Ivoire. L'APF devait plutôt être un élément de positionnement diplomatique international de la Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, c'est en train de devenir, le débat sur l'APF est en train de devenir un débat qui nous tire encore par le bas, c'est-à-dire notre incapacité à nous entendre en interne pour pouvoir ne serait-ce que mener des combats externes. Moi, je pense qu'il y a le combat interne. La SEC et l'Africa, pour ne prendre que les équipes de football, peuvent se battre ici pour devenir championnes. Mais quand on est sur le terrain international, que la SEC est engagée en compétition africaine, l'Africa devait faire chorus, tout le monde devait faire bloc pour dire c'est la Côte d'Ivoire que telle personne représente. Est-ce que les politiques voient les choses de cette façon? Au passage, je ne crois pas trop à la solution proposée par Dr Kouao. Est-ce que vous voyez aujourd'hui dans la crispation du débat, la radicalisation du ton entre le RHDP et Guillaume Soro, l'un faire la place à l'autre? Justement, c'est ça le problème. Trop d'orgueil, trop d'ego en politique en Côte d'Ivoire. Et malheureusement, ce sont ces égos qui nous conduisent
vers 2020 encore incertain. Alors moi, je vais revenir tout à l'heure, vous venez de dire quelque chose d'un peu intéressant, le cas des équipes de football. Est-ce que vous pensiez, juste un schéma, quelque chose comme ça, est-ce que vous voyez, on a Guillaume Soro, qui a été pendant quelques années, je vais dire peut-être 6 ans, au sein de l'APF, et aujourd'hui, il n'est que vice-président, il a quand même l'expérience de l'Assemblée parlementaire francophone dans ces négociations. Est-ce que vous pensez que Amadou Soumaoro pourrait juste soutenir Soro Guillaume? Ou bien juste par rapport au clivage politique, c'est impensable ce schéma? C'est l'hypothèse que j'ai évoquée tout à l'heure. C'est-à-dire que dans le cadre du sursaut national, on peut voir plusieurs scénarios. Mais comme il a dit tout à l'heure, les divisions sont extrêmement profondes. Alors que, pour revenir à votre première question, l'APF devait être un nouvel instrument de promotion de la Côte d'Ivoire à l'international, de montrer que la Côte d'Ivoire est une plaque tournante de la diplomatie internationale, régionale et sous-régionale. Regardez, nous sommes à la tête du Conseil de l'Entente. Nous sommes à la tête de la commission de la CEDEAO. Et nous allons bientôt prendre la tête de l'APF. Tout ça montre que la Côte d'Ivoire est un pays qui compte. Est un pays qui compte, qui a des cadres, qui a des hommes politiques matures, qui peuvent à l'international porter la voix de la Côte d'Ivoire. Mais évidemment, n'oublions pas que ce sont des hommes politiques. Et la politique, par définition, se fait par objectif. Quel est l'objectif de M. Amadou Soumaoro? Quel est l'objectif de M. Guillaume Soro? À l'observation, ces objectifs s'opposent. M. Amadou Soumaoro veut aller à la présidentielle pour faire triompher le RHDP, pas en tant que candidat, mais son parti. M. Soro veut aller à la présidentielle en tant que candidat pour faire triompher ses idées. Ne nous trompons pas, c'est la bataille présidentielle de 2020 qui a commencé et qui justifie tous ces comportements impolitiques. Alors, si vous aviez un mot de fin, une analyse vraiment complète de ce schéma, qu'est-ce que vous pourrez dire de ce duel, de cette bataille Amadou Soumaoro, Soro Guillaume à la tête de l'APF? Moi, je dirais que c'est un duel de trop. C'est un duel dont on aurait pu faire l'économie parce que le docteur vient de dire que Guillaume Soro a une trajectoire qui est claire. C'est quelqu'un qui a été ministre d'État, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, dauphin constitutionnel du président de la République. C'est de bonne guerre qu'il prétend au fauteuil présidentiel. Mais déjà, est-ce que sur cette trajectoire, ce passé, son bilan, ne lui permet-il pas de devoir déjà chercher à mener la bataille en interne? Guillaume Soro a été président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Il a initié ce qu'on appelle la diplomatie parlementaire. On a vu combien ça a apporté des fruits. Et il a été vice-président de l'APF. Est-ce que cela ne suffit pas déjà pour pouvoir lui donner un curriculum vitae suffisamment riche pour prétendre au poste de président de la République? Monsieur Amadou Soumaoro, il se bat parce qu'il est dans la dynamique du RHDP pour arriver au pouvoir en 2020. Mais je ne pense pas que M. Amadou Soumaoro soit dans la même dynamique que Guillaume Soro pour devenir président de la République. Est-ce que ce poste de l'APF, c'est ça qui fera du RHDP, la force idéale pour arriver aux élections en 2020? Moi, je pense qu'il faudra qu'on mette de l'eau dans le vin et qu'on essaie de faire gagner ce poste à la Côte d'Ivoire dans les jours et semaines à venir. Je demanderai à nos deux leaders de s'entendre et de laisser, je ne pense pas, alors là, je ne pense pas qu'Amadou Soumaoro puisse soutenir Guillaume Soro et ce parallélisme de forme, je le répète toujours, je ne vois pas le président de l'APF être le subordonné du président de l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire. Je pense que le candidat idéal, finalement, c'est le président de l'Assemblée nationale. C'est lui qui peut effectivement nous représenter là-bas. J'en appelle à notre frère Guillaume Soro de continuer son combat pour la présidentielle, mais de laisser ce poste à M. Amadou Soumaoro pour qu'il nous le rapporte, pour que la Côte d'Ivoire puisse tirer ce qu'elle peut tirer en termes de promotion de son image au niveau international. Promotion de l'image de la Côte d'Ivoire au niveau international. Oui, Monsieur Julien Kouao, votre mot de fin? Oui, moi je pense que, comme on le dit en Côte d'Ivoire, le linge sale se lave en famille. L'exécutif peut jouer le rôle de médiation entre les deux députés pour trouver un consensus. C'est vrai, il y a des logiques qui sont là, qui sont en faveur de M. Amadou Soumaoro, mais attention, nous sommes en politique, il peut y avoir plusieurs dynamiques.
Il faut donc essayer de voir dans quelle mesure rapprocher les deux députés et puis trouver la solution idéale pour ne pas que, en juillet, nous exposons aux yeux du monde nos vilaines querelles domestiques. Alors voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que nous allons refermer la page de ce débrief. Vous l'avez compris, la course à la présidence de l'Assemblée parlementaire francophone est lancée et 2 candidats ivoiriens sont en liste, Amadou Soumaoro, le président actuel de l'Assemblée nationale, et Guillaume Soro, l'ancien président de l'Assemblée nationale. Bonne suite de programmes sur Média TV et Média TV Afrique.